Maintenant, pour Renaissance, les groupes vont s'exprimer, et pour Renaissance, c'est notre vice-présidente, Madame Clapeau, qui va prendre la parole. Madame la députée de la Drôme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Messieurs, pour vos interventions. Et comme elles ne sont pas toutes convergentes, ça permet d'ouvrir le débat, et c'est bien ce qu'on souhaite dans une commission des affaires étrangères. Donc, parler aujourd'hui de l'Afrique sous l'angle de la monnaie, je trouve que c'est vraiment un angle très intéressant. L'Afrique, elle est toujours dans notre actualité avec les bouleversements récents politiques. Je pense bien sûr au coup d'État, Soudan, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, mais aussi au changement démocratique au Sénégal. On a forcément en tête les campagnes anti-françaises avec la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans plusieurs États africains, et des grands enjeux à la fois économiques, transition écologique, numérique, j'y reviendrai tout à l'heure, et les vulnérabilités liées entre autres à l'endettement. Ce sujet monétaire y est aussi dans l'actualité, puisque justement ces jours-ci, les États africains se réunissent dans l'association des banques, les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Moi, je considère que l'Afrique, c'est un continent innovant, qui est fort de sa jeunesse, qui a besoin de stabilité et de leviers de financement pour transformer ses richesses naturelles en création de valeur. Et la monnaie, comme ça a été dit par exemple par M. Cabriac, contribue à la stabilité et est en quelque sorte une immunisation à la montée des troubles. Alors la France a joué un rôle important dans le passé, mais je vais citer le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui était début avril en tournée dans différents pays africains. Stéphane Séjourné a déclaré que la France resterait à distance des décisions monétaires qui ne relèvent que des pays concernés. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du franc CFA, a-t-il dit. Maintenant, c'est aux États africains de décider. Alors, bien sûr, et vous l'avez tous dit, le nom même du franc CFA contient une symbolique forte. Monsieur Zebelinga, je vous ai bien entendu parler des externalités négatives explosives et qui débordent la zone du franc CFA. Moi, ma question, elle va porter plutôt sur le numérique et puis la confiance. Une monnaie génère de la confiance et se base sur de la confiance. Donc, comment, dans le contexte actuel, en particulier des campagnes de désinformation, pouvons-nous construire davantage la confiance autour d'une monnaie? Merci. Je vous remercie. Lequel ou laquelle d'entre vous veut... je pense que 2 réponses seraient possibles. Voulez-vous commencer, monsieur? Allez-y. Je vous rassure, Monsieur le Président, je serai bref. De la monnaie et à la confiance, je pense commencer par la confiance, parce que comme le disent les économistes institutionnalistes français comme Orléans et autres, ce qui caractérise la monnaie, c'est la confiance. Et le problème qui se pose aujourd'hui, il ne faudrait pas se le cacher, c'est que le franc CFA a perdu quasiment toute sa légitimité. Quand je dis quasiment, c'est bien sûr les officiels ne le diront pas, mais les gens n'en veulent plus. Et si les officiels ne le disent pas ou les cadres ne le disent pas, il faut aussi reconnaître que par le passé, ceux qui l'ont dit l'ont quand même payé politiquement ou d'une façon ou d'une autre. Donc ça va être extrêmement difficile de forger de la confiance à partir d'un outil qui n'a quasiment plus de légitimité et dont l'illégitimité risque de croître compte tenu de la démographie sur laquelle est assise en fait cette critique. Cela dit, nous avons des problèmes qui sont plus des problèmes de fossé numérique, etc., etc. Donc les questions de numérique avancent. On pense qu'elles contribuent de plus en plus à l'inclusion monétaire de ceux qui ne peuvent pas avoir de compte en banque, etc. Mais de mon point de vue, ça reste encore précaire. Parce qu'on a ces problèmes de fossé numérique, on a encore des difficultés d'accès au numérique, même si ça progresse. Alors, je suppose qu'il y a de meilleures réponses et peut-être plus techniques ou plus techniciennes. Je vous remercie, monsieur Zebelinga. Madame Lafitau, vous voulez ajouter quelque chose? Bien volontiers. Oui, je pense qu'effectivement, la confiance, c'est la question cruciale. Dès lors qu'on parle de monnaie, c'est très important.
Effectivement, dans les discours, le franc CFA est extrêmement rejeté. Dans la pratique, je dirais que la confiance est maintenue. Pourquoi ? Parce que on n'insiste pas. S'il y avait plus de confiance, les opérateurs, quels qu'ils soient, les ménages, les entreprises, les investisseurs, auraient changé de monnaie. Et c'est ce à quoi on assiste dans les pays voisins, c'est-à-dire que on utilise une autre monnaie dès lors qu'on n'a plus confiance. Or, on voit que c'est l'inverse. En ce moment, il y a énormément de chocs dans les pays africains, notamment liés à l'inflation, à la crise en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. On est dans un monde de plus en plus vulnérable. Et donc, on voit quelles sont les monnaies qui dévissent et quelles sont les monnaies qui restent stables, où du coup, le taux de change réel par rapport aux autres est bien maintenu. Et on voit que en pratique, je conteste pas du tout sur le problème de confiance dans les discours et dans l'opinion. Absolument pas. Dans la pratique, il me semble que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, pour asseoir la confiance, si jamais il y avait une réforme, deux éléments sont majeurs, il me semble, pour maintenir la confiance. C'est des institutions solides. Si vous n'avez pas d'institutions solides, et ça, historiquement, on le voit dans tous les pays qui ont changé de monnaie, qui ont fait des réformes au niveau monétaire, si vous n'avez pas d'institutions solides, alors les opérateurs n'auront pas. Vous pouvez avoir n'importe quelle monnaie, n'importe quel régime de change, etc. Les opérateurs se reporteront sur d'autres monnaies. Donc effectivement, il faut premièrement, il me semble que les deux principaux critères pour asseoir cette confiance, quelles que soient les réformes qu'on mettra en place, c'est des institutions solides. Le Sénégal, par exemple, remplit ce critère. On l'a vu aux dernières élections, notamment avec le Conseil constitutionnel qui a maintenu les élections, etc. Et la deuxième chose, c'est un niveau de réserve de change suffisant. Monsieur Bellinga en a parlé tout à l'heure. Effectivement, dès lors qu'on a un niveau de réserve de change suffisant, ça nous permet effectivement de maintenir la liquidité monétaire dans le pays. Et donc, pour asseoir cette confiance, il faut avoir ces deux critères. Je vous remercie. Je vous remercie, madame, c'est très clair. Maintenant, c'est pour le Rassemblement national, c'est monsieur le député de l'Isère, monsieur Joly, qui va s'exprimer. Merci. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, monsieur le président, madame, messieurs. Quand quelque chose va mal, eh bien la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux. Le franc CFA sert de catalyseur aux haines des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les Français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère. Pourtant, quand on écarte la haine de la France de l'équation, eh bien, on constate que le franc CFA a plusieurs mérites, à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation. Il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le Trésor français et assure un taux de change fixe, tout en facilitant les accords commerciaux, le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnexion des systèmes économiques nationaux. Nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du franc CFA avec Madagascar. En 1973, l'année où il a quitté la zone CFA, c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Eh bien, il est aujourd'hui le 4e pays le plus pauvre de la région et le 6e du continent. Un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français. Alors, loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique. Je rappelle qu'en 2023, l'Afrique subsaharienne, c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations. Et 11,6% des importations à caractère stratégique que sont les hydrocarbures, les produits agricoles et les minerais. Ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées, eh bien, nous les faisons venir d'ailleurs. Donc non, nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure. C'est également pour ça que, contrairement aux mensonges proposés par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française, aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion. Alors nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations, ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs.
Tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources exploitées en lieu et place des gouvernements installés. Alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'église au milieu du village et de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Joly, de ce réquisitoire assez vif auquel, je pense, tel ou tel de nos invités souhaiteront répondre. Par exemple, M. Zebelinga. Je dis ça au hasard. Allez-y. Au hasard, je suppose que vous avez pris l'ordre alphabétique. Voilà, vous avez tout compris. Votre nom commence par un Z. Exact. Je pense que, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris cette option d'inviter différentes... Vous n'avez pas recommencé. Bon. Oui, madame, monsieur Joly, s'il vous plaît, taisez-vous et laissez parler. Pour l'instant, vous interrompez. Taisez-vous, je vous prie. Il y a un orateur qui parle, il est l'invité, c'est à lui de parler. C'est tout. Mais je vous demande de vous taire et je lui ai demandé de se taire. Alors, taisez-vous. Taisez-vous. Monsieur Zebelinga, je lui ai dit, et il se tait. Alors arrêtez. Arrêtez. J'en ai assez de présider des gens qui ne respectent pas leurs invités. Monsieur Zebelinga, à vous. Est-ce que vous pouvez le dire à tout le monde, quand même? Allez-y, monsieur. Oui. Donc, merci pour votre intervention. Je pense que si vous restez dans le prisme des pros et des anti-français, forcément, vous passerez à côté de la question, forcément. Parce que d'une part, les Africains, comme la France, sont dans un espace monde. Et tout le destin de la France n'est pas simplement le destin de ses colonies. Elle est allée vers d'autres espaces et a raison. Et à certains égards, elle n'est pas suffisamment allée vers d'autres espaces et quelquefois, elle n'a pas été très bien positionnée en termes de commerce international vers des pays émergents, vers des pays qui étaient plus dynamiques parce qu'il y avait aussi les anciennes rentes coloniales. Donc vous risqueriez de tirer un petit peu contre votre camp si vous restiez dans cette lecture un peu de pro et d'anti-français. Le franc CFA, d'abord, une monnaie, quelle qu'elle soit. Vous connaissez la question de la souveraineté. Elle a été développée en France par Jean Bodin. Enfin, il y a vraiment des auteurs français de très grande qualité, de très grand talent, qui ont argumenté sur ce que c'est que la souveraineté. La France s'est battue avec le général de Gaulle, déjà, pour sa souveraineté monétaire face au dollar. On connaît la fameuse expression de Monsieur le Président Giscard d'Estaing, le fameux privilège. Qui parlait du privilège, il avait une expression pour parler du dollar. Et donc, si la France s'est battue pour sa souveraineté monétaire, c'est parce qu'elle sait que ça a une importance. Là, le franc français a été dévalué pratiquement une vingtaine de fois au XXe siècle. Avant 1945 et après 1945, la France n'a jamais pris l'option de dollariser son économie. Et c'est à juste titre, parce qu'elle voulait garder sa souveraineté, qui est monétaire, mais qui est une souveraineté nationale plus généralement. Et si les pays africains s'inspiraient de l'exemple français, il y a longtemps qu'ils seraient partis tous du franc CFA. Je veux dire, ils l'auraient fait à l'indépendance. Comme l'ont fait, encore une fois, le Maroc, la Tunisie, les pays du Mékong, qui non seulement s'en portent pas moins bien, mais n'ont pas de moins bonnes relations avec la France. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte de critique vis-à-vis de la France, etc. Mais ce contexte, il est consécutif à quoi? À la perception d'une continuité dont les peuples ne veulent pas. C'est ça la véritable question. Vous avez une monnaie qui, en tant que monnaie interne, c'est-à-dire une monnaie qui s'échange au quotidien, ne va pas être contestée, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres monnaies qui ont pouvoir libératoire dans l'espace africain. Donc les gens vont utiliser le franc CFA. Mais ce qu'ils contestent, c'est le caractère externe et les institutions qui gèrent le franc CFA. C'est ça, c'est là que se trouve la contestation. Et le fait de les ramener chaque fois à soit quelque chose d'irrationnel, soit quelque chose comment dire, d'instrumentalisé, je pense que ça ne peut faire que augmenter, en fait, les grandes difficultés, et ça c'est vraiment important, que la France risque d'avoir à long terme. Je ne vois vraiment pas ce que la France aurait à gagner à avoir 2 milliards d'Africains qui sont convaincus que ce pays est, entre guillemets, le pire des pays à l'exception d'aucun autre. Parce qu'en fait, plus ce type d'institution perdure, et plus c'est l'image qui est développée.
il faut quand même pas oublier que lors du passage des troupes françaises, il y a quand même des populations qui se sont mises en travers des routes. On peut penser que c'est instrumentalisé, mais il y a eu ça aussi à Madagascar dans les années 70. Alors pour ceux qui sont sortis, pour votre information, je pense que vous le savez, la Mauritanie est sortie de la zone franc, elle ne s'en porte pas plus mal. Donc il n'y a pas de fatalité à ce qu'en sortant d'une zone, ça se passe pas bien. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, les pays en développement ont besoin de plus de politiques discrétionnaires, de plus de politiques adaptées à leur développement. Et ce n'est pas le cas pour le franc CFA parce qu'il est arrimé à une zone qui est un ensemble de pays développés, déjà industrialisés. Par exemple, il manque des éléments de gouvernance au niveau de la production, de la transformation productive. On n'en parle même pas dans les rapports sur le franc CFA, y compris malheureusement dans les rapports de la Banque de France. Merci. Je vous remercie. C'était tout à fait important que vous fassiez une réponse, que ce soit vous qui la fassiez, que vous fassiez celle-là. Mais ça avait pris un peu de temps par rapport à notre affaire. Est-ce que vous, Monsieur Cabrec, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous en prie. J'aurais mauvaise grâce à vous le refuser. Merci, Mais Monsieur si le vous voulez Président. être très bref, parce que je serai très bref et je vais profiter de. Pris quelques minutes. Je serai très bref et je profiterai de cette question pour préciser deux points que j'ai déjà abordés. Mais c'est aussi en complément de ce qu'a dit Monsieur Zebelinga. Alors la stabilité monétaire et la faible inflation, je crois que beaucoup d'exemples nous montrent que ce n'est pas une condition suffisante pour le développement, et c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études. Mais par contre, c'est une condition nécessaire, et je donnerai qu'un seul exemple, tellement il est évident aujourd'hui, c'est celui de l'Argentine, qui était, lui, avant-guerre, et même encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des pays les plus riches du monde. Et donc, le fait d'avoir un taux de change fixe et de s'ancrer, et on peut s'ancrer et c'est un rôle d'encre, on ne se raccroche pas à une monnaie, c'est juste que c'est une encre qui sert comme encre interne des prix. Il est un choix qu'on peut tout à fait contester, mais qu'on ne peut pas totalement rejeter, parce que c'est le choix qui est fait par plus des 2/3 des pays en développement. Donc, si c'était un si mauvais choix, ça se serait. Et ça fait le lien avec un deuxième point que j'avais développé, qui est le lien entre ces unions monétaires qui correspondent, comme l'a dit M. Zembelinga, à une tendance panafricaniste qui a toujours existé en Afrique et qui est de plus en plus forte dans les populations. Or, pour constituer une union monétaire, il faut avoir des institutions fortes, ça a été dit par Madame Lafitau, ou une règle. Et dans les unions monétaires, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a une règle, c'est celui de la fixité du taux de change. Il y a une solidarité très forte, chacun partage ses réserves avec les autres. Mais il n'y a pas de politique de change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique d'intervention. On donne les devises à un taux de change fixe. Si ce taux de change fixe venait à devenir flexible, qu'est-ce que ça veut dire de partager ses réserves? Ça veut dire de confier à une institution qui est une institution communautaire le choix d'intervenir et d'utiliser ses réserves. Or, le niveau du taux de change, il peut correspondre bien à un pays, il peut par contre être mauvais pour un autre pays. Ça varie en fonction des structures des exportations de ces pays, des structures économiques de ces pays. Et puis, si on utilise les réserves pour défendre un niveau de taux de change qui n'est d'ailleurs pas favorable à un pays parmi au sein de la zone, eh bien, il n'y a plus de devises. Et quand il n'y a plus de devises, surtout si on renonce à la garantie française, eh bien, on est en cessation de paiement. Et on est en cessation de paiement au niveau de l'ensemble de la zone. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce niveau de solidarité qui est très fort par la mutualisation des réserves, que nous n'avons même pas encore aujourd'hui, nous, en zone euro, est-ce qu'il est possible, sans qu'il y ait une règle claire de change? À ce stade, je ne le crois pas. Et donc, les deux options, le fait d'avoir un taux de change fixe et celle d'avoir des unions monétaires, sont, de mon point de vue, extrêmement liées. Je vous remercie. Je vous ai pas interrompu parce que c'était une réponse là aussi très substantielle. Simplement, il y a 10 ou 11 groupes avec les non-inscrits et
si on a 11 minutes chaque fois, ça ne le fera pas. Pour la France insoumise, c'est Madame la députée de la Seine-Saint-Denis, Madame Abou-Mangoli, qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci pour vos présentations. Vous l'avez rappelé, le franc CFA est encore perçu comme un héritage colonial de la France. À noter, ce choix monétaire est celui de la majorité de dirigeants africains qui, pour beaucoup, ne sont pas élus démocratiquement. C'est donc le choix de la stabilité monétaire pour faire face aux instabilités politiques dont on s'accommode souvent fort bien. Le CFA souffre donc d'un gros problème de légitimité démocratique. Ces dernières années, les critiques contre cette monnaie se sont intensifiées, notamment à mesure que les différences économiques entre les zones monétaires du continent se creusaient. Il faut aussi ajouter les différents coups d'État, en fait, couplés à des sanctions économiques contre ces nouveaux régimes à la recherche d'alternatives économiques, pour reprendre les termes de leurs revendications. Plus globalement, les aspirations à la souveraineté monétaire sont en lien avec les aspirations à la souveraineté nationale. C'est ce que nous a expliqué le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors d'une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar il y a quelques jours. Fin 2019, Emmanuel Macron s'était engagé avec le président Ouattara de Côte d'Ivoire à enclencher une réforme du franc CFA. Ces déclarations ont été suivies de modifications de gouvernance, mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause cette monnaie. D'autre part, le basculement vers une nouvelle monnaie, l'éco, tarde à se concrétiser. L'arrimage à l'euro, une monnaie forte, a eu pour conséquence de renchérir les importations à l'ère de l'inflation post-Covid, et par ailleurs, la dévaluation de l'euro par rapport au dollar états-unien a par ricochet entraîné une explosion de l'endettement des États de la CEDEAO, ces dettes étant contractées en dollars. Donc en 2024, il est nécessaire de sortir du système du franc CFA, qui a été un système de domination économique et politique exercé par la France et l'Union européenne, et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité en termes de développement pour les peuples. Madame Lafitau, vous avez développé 3 scénarios de sortie du CFA. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Et pour vous, l'action des BRICS, qui laisse entendre une volonté de dédollarisation des économies, est-elle intéressante de ce point de vue-là? Je vous remercie, Madame Abou-Mangoli. En plus, vous avez été très, très bref, formidable. Madame Lafitau, je crois que c'est à vous que d'abord la question se pose, mais évidemment... Oui, alors, outre la question des scénarios, je reviendrai un peu par rapport à ce qui a été dit. D'abord, sur l'aspiration à la souveraineté nationale. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Et je pense que là, le débat, il est sur est-ce que les pays de ces zones souhaitent ou non rester dans la monnaie commune. C'est ça. OK ? Et donc, cette question, elle est centrale. Mais donc, la réflexion doit se faire en Afrique, au niveau des banques centrales et au niveau de leur parlement, pour savoir est-ce qu'on souhaite maintenir une collaboration au niveau monétaire. Et là, la France, par exemple, ne siège plus, par exemple, au niveau de la Banque centrale des pays ouest-africains. Elle n'est représentée qu'à un siège au niveau de la BEAC. Et donc, les pays sont totalement souverains pour réfléchir à cette question en interne. Deuxièmement, sur le projet de l'éco. On voit que le projet éco, c'est un projet ECOWAS, c'est-à-dire, CEDEAO. Donc c'est un projet de monnaie commune à la fois au niveau de l'UEMOA, mais avec également les 7 autres pays de la CEDEAO, qui sont des pays qui n'appartiennent pas à la coopération monétaire. Ce projet, il est vieux de 30 ans, il ne cesse d'être reculé. Il semblerait que ça pose quand même beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que on a vu notamment que le géant de la zone, c'est-à-dire le Nigeria, ne montrait pas de grand intérêt dans ce projet. Donc ça, c'est un peu le serpent de mer au niveau ouest-afrique. Sur la dette... Pourquoi le Nigeria est-il réticent ? Pourquoi le Nigeria est-il réticent ? Parce qu'il est exportateur de pétrole. Donc, en fait, ils sont totalement contracycliques. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire un groupe si vous n'avez pas les complémentarités donc en fait, ils n'y ont aucun intérêt. Donc pourquoi ils iraient en gros mutualiser leurs réserves de change avec des pays où de fait la politique monétaire sera antagoniste. Leurs intérêts sont antagonistes, tout simplement parce qu'on a des importateurs de pétrole et on a un exportateur de pétrole très fort, le Nigeria. Troisième question, c'est sur la dette. Sur la dette, il faut faire attention. Si demain, effectivement, les pays sont en situation de vulnérabilité vis-à-vis de leur dette, c'est un problème majeur actuellement en Afrique subsaharienne. Si le franc CFA
permet, comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, d'avoir une monnaie arrimée de manière assez forte avec l'euro et donc avec le dollar. Si demain ils sortent, il risque d'y avoir une dépréciation ou une dévaluation. Ok ? Et donc à ce moment-là, ça voudra dire directement une facture beaucoup plus élevée qui double de l'endettement. Donc une sortie serait, en tout cas, il y aurait des points sur l'endettement qu'il conviendrait de bien anticiper, parce qu'il y a un risque en fait là. Donc sur les scénarios que j'avais proposés dans un papier, en gros on a 3 scénarios. On continue le scénario du régionalisme, on continue l'expérience régionale avec des modifications, comme l'a fait l'UEMOA en 2019, de certains arrangements, éventuellement certaines réformes liées donc à la parité. Est-ce qu'on souhaite maintenir la parité uniquement avec l'euro ou est-ce qu'on souhaite faire un panier de devises ? On pourrait imaginer un panier de devises. Est-ce qu'on souhaite maintenir exactement ce niveau de la parité tel qu'il est ou l'ajuster ? Alors, on n'imagine pas un ajustement à la hausse, mais est-ce qu'on souhaite l'ajuster à la baisse ? Ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le scénario de l'éco dans la CEDEAO, je viens d'en parler. Et le troisième scénario, c'est un scénario d'une expérience nationale. Et là, on voit que sur l'expérience nationale ou sous-régionale, il y a plusieurs zones qui montrent des velléités. Le Sénégal, qui a parlé en tout cas d'une sortie du franc CFA avec une monnaie nationale, et puis les pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour faire une monnaie commune. Voilà. Mais voilà, on va dire les 3 scénarios les plus probables. Je vous remercie. Je crois qu'il faut avancer. Je vous aurai la parole tout à l'heure, messieurs. Maintenant, c'est pour le MoDem. Pardon, c'est pour les Républicains, excusez-moi. C'est Madame Tabarot, Madame la députée des Alpes-Maritimes. Je ne voulais pas vous oublier. Merci, Monsieur le Président. Bien, je remercie nos intervenants pour cet échange très intéressant sur le débat récurrent autour du franc CFA. C'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique, et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information. J'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasmes. Nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer. Mais concrètement, la France a quitté les instances de zone de la gouvernance du franc. Il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserves de change. Nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les 2 zones concernées. Par contre, le franc CFA est toujours garanti par la France. La parité fixe avec l'euro est maintenue et il confère une vraie stabilité économique, vous l'avez rappelé. Je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie, mais au-delà des discours, les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement. J'aimerais entendre nos intervenants sur ce point. Quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés ? Qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal ? Ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister ? D'après vous, la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique ? Merci. Voilà, ça c'est la catastrophe. 5 questions majeures posées à 3 interlocuteurs différents. Vous n'avez pas pitié de votre président. qui veut répondre d'abord ? Monsieur Cabriac, peut-être, puis... Ce sont effectivement des questions très, très, très difficiles et qui posent le problème, quelle que soit l'idée qu'on a de l'évolution des systèmes monétaires dans les 2 zones, qui pose le problème de la transition. Parce que la transition est clé et elle sera nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà, les populations, quel que soit leur âge, n'ont connu que ce système, et donc sortir de ce système sera déstabilisant. Le deuxième raison, c'est que ce système, comme je l'ai expliqué, est très cohérent. Et donc, si on enlève un des éléments, on compromet les autres.
Or, ces différents éléments ont une résonance dans l'opinion très différente. Les unions monétaires ont plutôt une bonne cote dans l'opinion, et en tout cas, parmi ceux qui contestent les francs CFA eux-mêmes. Par ailleurs, d'ailleurs, on répète tout le temps qu'il y a un franc CFA, il y a 2 francs CFA, c'est 2 monnaies très différentes. Et un peu en écho à votre question, il y a deux monnaies très différentes qui ont, pour des raisons purement historiques, la même parité. Alors que, comme l'a signalé Madame Lafitau, il y a une zone qui exporte du pétrole, une autre zone qui importe du pétrole. Donc ça n'a pas beaucoup de sens qu'ils aient la même parité, et ça a juste une origine politique et qui vient de l'origine. Voilà. Donc il y a plusieurs scénarios, comme l'a indiqué Madame Lafitau. Si des pays sortaient individuellement ou en petits groupes de unions monétaires et du système, alors que le système restait, les risques seraient majeurs. C'est un peu comme si un pays, et parmi les plus fragiles, sortait de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un risque majeur de forte dévalorisation de leur monnaie nationale. Et par ailleurs, il y a un risque de dollarisation, parce que la dollarisation, elle est déjà là. Imaginons que le Mali sorte de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Tous les résidents au Mali ont du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et ils vont le garder, parce que c'est la monnaie qui sera la plus solide. Donc on a un pays qui non seulement va créer sa propre monnaie, mais dans un État, dans un contexte dans lequel il est déjà totalement dollarisé, au sens où il utilisera, et sa population utilisera essentiellement le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des risques très importants, quel que soit ce qu'on peut imaginer sur le long terme. Et sur le long terme, tous les pays sont capables, s'ils ont les institutions suffisantes, de gérer leur propre monnaie. Mais dans la période de transition, ça risque d'être extrêmement déstabilisant. Et pour répondre peut-être à votre dernière question, les tensions géopolitiques, et les tensions géopolitiques qui en plus se transfèrent à travers la monnaie, parce que c'est bien une conséquence de ces tensions géopolitiques qui fait que la Chine, comme la Russie, et c'est une conséquence directe des sanctions, recherche une dédollarisation du système monétaire international. Et je fais le parallèle avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a finalement suscité ces déclarations des dirigeants des pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger? C'est les sanctions de la CEDEAO et la peur d'avoir des sanctions à travers l'union monétaire sur leur propre monnaie. Parce que ça, ce sont des sanctions qui sont très fortes et très efficaces. Si on vous coupe l'accès à votre propre monnaie pour exercer des pressions pour le changement du système, alors, pour ces régimes-là, c'est un risque mortel. Et donc, il faut aussi regarder ce côté politique des choses. Certes, ça serait un très grand risque pour ces 3 pays, ou un de ces 3 pays, de sortir, mais pour les régimes qui sont en place dans ces pays, eh bien, ça permet d'éliminer ou de retrouver une souveraineté monétaire qui leur permet d'éliminer ce risque de sanctions à travers la monnaie. Et ce qu'on assiste aujourd'hui en UEMOA n'est que, effectivement, le reflet de ce qu'on peut assister aujourd'hui, où les États-Unis utilisent effectivement le dollar à titre de sanction, et donc ça présente un danger fort pour la Russie, bien sûr, et éventuellement un jour pour la Chine. Donc il y a un parallèle entre les deux, et le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques complique aussi évidemment le problème, parce que ces tensions géopolitiques entretiennent les fantasmes aussi dont vous avez parlé et qu'on a évoqué à de multiples reprises. Fantasmes de tous les côtés d'ailleurs. Hein. Je vous remercie, Monsieur Cavriac. Monsieur Djebenga, vous voulez peut-être ajouter quelque chose assez brièvement, mais c'est très compliqué d'ajouter des choses déjà après Monsieur Cavriac. C'est encore plus difficile de les retrancher. Alors voilà. Non, ça aurait été quelques clarifications quand même. Lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée,
ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais elle n'est pas... On ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas. Ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a une crise de confiance, c'est parce que la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération Trésor, eh bien, et si à un moment donné, vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple. D'un point de vue économique, si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire de la garantie. À mon sens, c'est le premier scénario, qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, bon, ben, sur la durée, vous êtes capable de mettre vos réserves, mettez-les, gérez votre monnaie, et je retire ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez, mais au moins la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose, la France ne s'est pas retirée par exemple en Afrique centrale. Elle est dans la gouvernance de la CEMAC, d'une part, et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinales, on l'a dit, ont été fixées depuis 1945 carrément par la France. Donc la France est toujours présente par les règles. La France a administré la dévaluation, donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, lorsqu'on parle des sanctions, et ça je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette question au premier plan. Voyez-vous, le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme, et M. Cabrec l'a dit, comme le dollar avec ses privilèges, entre guillemets, d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a eu un conflit post-électoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné. L'autre candidat a été investi, donc tout à fait normalement, il a prêté serment. Mais la France a pu, avec les institutions du franc CFA, interdire l'accès aux comptes aux candidats qui avaient gagné. Ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, les banques françaises en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles sont fermées en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes de anti-France, etc., qu'on ait en mémoire de tels événements. Le Mali ou le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso, ils ont fait effectivement... ils ont eu des transitions coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leurs comptes au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UMOA, de la BCAO. Ils n'ont plus eu accès à leurs comptes. La conclusion, c'est quoi ? C'est que finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions ? Comment voulez-vous ? Donc, c'est pour ça que je pense que le premier scénario, peut-être, c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de future élite soient défavorables à sa jeunesse. Je vous remercie. Je comprends très bien, nous comprenons très bien votre logique. Madame Wiśniewski va maintenant s'exprimer pour le groupe Modem et Indépendant. Madame la députée du Puy-de-Dôme, vous avez la parole.
Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et merci aux 3 intervenants ce matin pour ce débat a priori très technique, mais qui en réalité est très sensible et recouvre beaucoup de réalités qui font débat au sein de notre commission. Alors moi, j'aurais souhaité peut-être plus particulièrement que Madame Lafitau puisse développer un peu l'initiative qui a été prise par les États du Sahel. Vous en avez parlé, nous en avons parlé. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui en septembre 23 ont créé cette alliance des États du Sahel et qui ont mis à leur tête une junte militaire qui manifeste je dirais, de manière très virulente, c'est vrai, un sentiment anti-français, mais nous avons déjà beaucoup discuté de ce contexte. Ils ont annoncé leur départ du CEDEAO en janvier 2024 et cette initiative impliquerait aussi le départ de l'UOMOA. Et même si les devises sont toujours imprimées à Vic-le-Comte, Monsieur le Président, mais toujours dans le Puy-de-Dôme, bon, c'est un peu anecdotique, mais quand même, je me suis toujours interrogée d'ailleurs sur la raison pour laquelle nous imprimions encore ces devises dans le Puy-de-Dôme. Bon, la tutelle de la France, c'est quand même, je dirais, considérablement, je crois qu'elle n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui a nécessité cette loi que nous avons voté en 2020. Alors très concrètement, et ma collègue Mireille Clapeau a rappelé les propos de Stéphane Séjourné, c'est à l'Afrique de se déterminer. L'Afrique est souveraine s'agissant de cet avenir monétaire en particulier. Mais moi, ce que je voudrais avoir des éléments concrets. Est-ce que ces 3 États de l'Alliance des États du Sahel ont les moyens, on connaît leurs difficultés, la menace du terrorisme, enfin le terrorisme, c'est plus qu'une menace, je veux dire, la pauvreté. Est-ce qu'ils ont les moyens de créer les instruments, et notamment une banque centrale, enfin tout ce qui va avec une monnaie souveraine? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame Lafitau. Oui, je vous remercie. Donc, sur les pays de l'AES, donc on parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, en début d'année, effectivement, ils ont annoncé leur sortie des instances de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO, c'est pas l'UEMOA, c'est plus vaste. Okay, ils ont annoncé cette sortie suite aux sanctions. Effectivement, il y a eu des sanctions fortes de la CEDEAO suite au coup d'État. Qui ont effectivement eu des impacts sociaux très forts. On parle de pays où près de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Or, les sanctions de la CEDEAO ont considérablement appauvri les populations de ces pays. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en médicaments, en biens alimentaires, etc. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, les gouvernements de transition de ces pays n'avaient plus accès à leurs réserves de change et donc il y a eu ils ont été coupés effectivement de leur compte au niveau régional. Ceci a eu effectivement des effets au niveau des autorités de transition dans ces pays. Donc ces pays ont affiché aujourd'hui des velléités pour faire monnaie commune entre eux. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils se ressemblent. Et dès lors qu'on se ressemble, on appelle ça les zones monétaires optimales dans le jargon des économistes, on a intérêt éventuellement à s'assembler. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que pour émettre une nouvelle monnaie, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir avoir la confiance, il faut 2 choses. Il faut avoir des institutions solides. Quid de cette question dans cette région? On peut quand même faire l'hypothèse que les institutions sont en ce moment fragilisées, en tout cas. Deuxième question, c'est les réserves de change. Les statistiques montrent qu'en fin d'année, l'année dernière, seul le Niger avait des réserves de change en excédent. Les autres pays étaient en négatif. Et pour le Niger, c'était très réduit. Donc, si demain, ils souhaitaient émettre monnaie commune ensemble,
Il y a un excellent papier qui vient de sortir au niveau de l'IRD, l'Institut de recherche et développement en France, qui montre qu'il y a énormément de risques, que c'est un choix politique, mais que économiquement, ça comporterait beaucoup de risques. Un risque de pénurie de réserves de change, un système bancaire sous pression, des effets très compliqué, comme l'a rappelé Monsieur Cabriac, au niveau de l'intégration commerciale. Ça déstabiliserait effectivement l'intégration commerciale au sein de la région. Et puis, des problèmes au niveau des transferts des migrants, puisque aujourd'hui, ils ont des facilités au niveau régional. Donc, cette étude montre qu'il y aurait très certainement un coût majeur économique pour ces 3 pays s'ils décidaient demain de faire monnaie commune. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On va avancer parce que sinon vous parlerez après, messieurs. Maintenant, c'est Monsieur Guillaume Garot pour les socialistes et apparentés. Monsieur le député de la Mayenne, c'est à vous. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas l'impression. Merci, Laurence. Micro branché. Laurence. Voilà. Bon, merci beaucoup aux intervenants parce que... Oui, vous m'entendez, c'est bon là. Bon, je voulais remercier les intervenants parce que c'est proprement passionnant. Et c'est vrai qu'au-delà d'un sujet technique, il y a bien sûr des enjeux réellement très politiques. Alors, le devenir du CFA, du franc CFA, c'est d'abord, vous l'avez tous dit, un enjeu politique et économique, je veux dire d'abord, et vous avez montré que, d'une certaine façon, il est clair que le franc CFA a contribué à la stabilité monétaire des États qui l'utilisent. C'est au total 160 millions d'habitants, et les pays de la zone franc en 2020 ont enregistré une croissance positive, légèrement positive, semble-t-il, de 0,3%, alors que sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, on était plutôt en recul à des niveaux proches de moins 1,7%. Et ça a été dit aussi, une inflation relativement faible, plutôt maîtrisée dans les pays qui utilisent cette monnaie. Ça, ce sont des données factuelles économiques. Mais il y a l'enjeu politique. Et c'est surtout ça qui nous occupe dans cette commission. Ça a été très bien dit, le CFA, c'est le symbole d'un passé qui ne passe pas. Voilà. Bon, et donc il faut agir en fonction de ça. Et il faut d'abord reconnaître la légitime aspiration des pays à vivre en souveraineté, quand même. Et la souveraineté monétaire en fait partie, bien évidemment. Et moi, je veux le redire, et en particulier aux collègues qui ont exprimé des sensibilités largement différentes sur ce point-là. Alors, moi, je voudrais avoir votre sentiment sur, d'abord, la possibilité, la viabilité de l'éco. Parce que ça a été constamment remis à des périodes plus tranquilles. Est-ce que c'est réaliste, l'éco? Et vous avez commencé à esquisser des scénarios. Et dernière chose, quelles sont aujourd'hui les stratégies de la Chine et de la Russie vis-à-vis de cette question de la souveraineté monétaire? C'est important qu'on l'ait, nous, aussi à l'esprit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. C'est pas seulement un héritage qui ne passe pas, c'est aussi une asymétrie qui persiste. C'est ce qui rend encore plus compliqué la chose. Monsieur Garot, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Commission, un excellent anniversaire. C'est le vice-président Lecoq qui a attiré mon attention sur cet important événement. Ah, il est bien, ce Lecoq. Hein. Oui. Tout communiste qu'il est. Qui souhaite répondre, Monsieur Gabriac et Monsieur... peut-être, vous voulez répondre, Madame? Bon.
On voit que l'un de vous répond, et si M. Zebelinga veut ajouter quelque chose, ça serait évidemment assez compréhensible. Allez-y, M. Gabriel. Je ferai Mais rapidement, concentrez-vous sur l'essentiel. Ça va être très rapide. Une première remarque politique. Il y a quand même une grande confusion dans ce débat parce que on a évoqué ici ou là la question de la légitimité. Le fait que ce système monétaire n'avait pas été approuvé par les peuples et avait été décidé par des régimes plus ou moins démocratiques. Et de l'autre, on invoque le fait de la souveraineté monétaire pour une décision qui est évoquée par les trois gouvernements dont on a parlé, dont on peut constater qu'ils n'ont quand même vraiment rien de démocratique. Donc cette confusion un peu entre souveraineté et légitimité, si les décisions prises par l'autorité politique ne sont pas légitimes, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté? Enfin, en tout cas, il y a en même temps dans une partie des critiques à l'égard du système monétaire tel qu'il est actuel, qui, de mon point de vue, est un peu gênant. Et de toute façon, quand on fait union ensemble, une union économique et monétaire, comme ça a été dit par mes deux collègues, ce qui est important aussi, ce sont les institutions au niveau de l'union, mais aussi les institutions dans chaque pays. Et on voit bien que dans l'union économique et monétaire, bien c'est une conditionnalité d'appartenance à l'union, une certaine qualité, un certain modèle des institutions. Et donc, si il y a des unions monétaires qui se créent, que ce soit celles existantes ou dans un cadre plus large comme la CEDEAO, il y aura nécessairement, pour leur approfondissement, un contrôle ou une influence au niveau de l'ensemble de l'Union, au niveau, entre guillemets, fédéral, sur les institutions. Et donc, quelque part, une restriction de la souveraineté de ce fait. Alors, peut-être un mot sur l'éco. Je crois que ça a été dit au moins implicitement par Madame Lafitau. C'est un projet qui est hérité et poussé politiquement par cette tendance panafricaniste qui est aussi très forte en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui n'a pas de vraie réalité économique, qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça a été annoncé il y a 30 ans. Oui. Ça a été expliqué très clairement. Donc je pense que l'éco n'a pas d'avenir, c'est-à-dire une union monétaire au niveau de la CEDEAO n'a pas d'avenir pour une raison très simple. Il n'y a pas le substrat politique que nécessite une union monétaire. Il n'y a pas le niveau de solidarité que nécessite une union monétaire. Et je vous remercie. C'est très clair. Monsieur Zebelinga, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous demande vraiment de parler brièvement. Vous aurez à nouveau la parole. Oui. N'ayez crainte. Quelques clarifications. Tout se passe comme si il y avait une forme de péril dans le fait de sortir éventuellement du franc CFA. Regardons juste un peu l'histoire. Les changements monnaie, le fait d'avoir la même monnaie pendant 100 ans, où ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, ce n'est pas forcément un gage de développement, au contraire, pour ce qui est des pays en développement. Il y a 14 pays en Afrique qui utilisent le franc CFA, sur 55 quand même. Ça veut dire que les autres, le ciel ne leur tombe pas sur la tête tous les jours. Donc, il y a aussi ça c'est les imaginaires du franc CFA qui ont créé une peur autour de la sortie du franc CFA. Le deuxième élément qui me semble extrêmement important, surtout pour les pays en développement, c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage. Oui, il peut y avoir des secousses, mais c'est avec ces secousses que les pays sont amenés à apprendre la gestion, comment soutenir son taux de change, etc., et comment ils vont être amenés peut-être un peu plus à diversifier leurs économies pour pouvoir ne pas trop dépendre d'une matière première, etc. Donc je pense que il ne s'agit pas de raisonner sur le franc CFA. C'est pour ça le thème m'a beaucoup plu, le devenir du français, le devenir. Le devenir, ce n'est pas l'avenir. Le devenir, il y a la dynamique, mais il y a le changement d'état dans le devenir. Donc on peut tout à fait imaginer l'avenir monétaire de ces pays-là
en dehors du franc CFA sans que ça ne fasse peur particulièrement. Il peut y avoir des secousses. Le franc français a subi des secousses. Il y a eu des dévaluations, il y a eu des appréciations, il y a eu le franc fort, etc., etc. C'est la chose la plus normale. On ne peut pas souhaiter une forme de fixité du taux de change ou d'immobilisme qu'on va appeler stabilité. Comment voulez-vous expliquer que les pays gardent le même taux de change pendant plus de 50 ans alors que tout autour d'eux, leurs propres caractéristiques ont changé? Vous avez des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de devenir des pays pétroliers, qui seront bientôt pétroliers, alors qu'avant, ils étaient des pays agricoles. Donc vous allez toujours garder cette même architecture. Je pense que ça pose problème. Je vous remercie. Effectivement, c'est de ce problème que nous débattons. Horizon et apparenté, c'est monsieur le député du Calvados, monsieur Bouix, qui va s'exprimer. Merci Monsieur le Président et merci en fait pour l'excellence des interventions sur ce sujet. Moi, je voudrais revenir en fait sur des propos qui ont été tenus concernant le rôle en fait sur les importations-exportations. On a vu que la faiblesse de l'euro, elle peut avoir des conséquences bien évidemment sur les ménages européens en impactant directement l'inflation. Mais vous l'avez dit, Madame Lafitau, elle a également des répercussions sur le continent africain, notamment pour les États africains qui sont indexés sur l'euro par le franc CFA. Vous l'avez dit également, à première vue, les pays exportateurs africains de matières premières peuvent être gagnants de cette parité monétaire, mais l'effet de compétitivité lié à la baisse du franc CFA est limité par le fait que ces exportations, vous l'avez souligné, sont principalement libellées en dollars. Par ailleurs, et c'est la conséquence, ceux qui importent voient ces prix d'importation également se renchérir sous l'effet du même mécanisme. Ça alimente donc la flambée des prix de l'énergie, comme des denrées alimentaires, qui étaient déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine. De nombreux pays à bas revenus ont dû contracter des emprunts en dollars pour faire face notamment à la pandémie de Covid. Pour les pays très endettés en dollars, la dévaluation du franc CFA pèse lourdement sur les finances publiques. Les pays de la zone CFA subissent la volatilité de l'euro, qui a des conséquences sur leurs dettes et sur leur balance commerciale. Là aussi, vous l'avez fort bien souligné. Aussi, du coup, j'aimerais vous réentendre sur les solutions qui peuvent être envisagées pour pallier à ces difficultés. Existe-t-il, selon vous, un système alternatif permettant de renforcer la capacité des États africains à exporter et à importer? Et donc, je voudrais que vous reveniez en fait sur ces notions d'importation et d'exportation, plus particulièrement liées au dollar. Merci. Je vous remercie. Je crois que le temps presse. On va avoir un seul intervenant en réponse. Et je pense que Madame Lafitau est au cœur du problème, même si les autres ne sont pas à la périphérie. Donc, sur les importations et les exportations, est-ce que... la question, elle est légitime, c'est de savoir est-ce que le franc CFA est surévalué et donc encouragerait les importations et découragerait les exportations. Pour cela, il faut regarder quelle est la composition de ces importations et de ces exportations. Donc sur les exportations, les pays donc exportent plutôt des matières premières et là on est moins sur cet enjeu de compétitivité puisque les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Donc quand vous avez des produits manufacturés, vous pouvez avoir l'effet prix, il est très important parce que vous pouvez gagner ou pas en compétitivité. Dès lors que vous exportez des matières premières, c'est un peu plus difficile. Même si ça existe, c'est un peu plus difficile. Sur les importations, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'ils importent? Ces pays, ils importent essentiellement de l'énergie, des biens alimentaires et des biens d'équipement. Donc là, l'effet prix, il peut jouer, mais il y a un effet volume. Est-ce qu'ils ont la capacité de substituer? C'est-à-dire qu'ils vont s'approvisionner à l'étranger sur ces pays et ils ont une monnaie assez forte, donc pour pouvoir payer ces importations. Est-ce qu'ils auraient la capacité, si effectivement on dévaluait, d'avoir des alternatives au niveau régional? Donc effectivement, c'est une question légitime. Idem pour la dette. C'est une question au niveau de l'endettement, puisque effectivement, ces pays, comme l'ensemble des pays en développement, s'endettent en dollars. Donc, dès lors qu'on a une monnaie forte, plutôt forte, en tout cas dès lors qu'on est arrimé à une monnaie forte, ça permet que la facture du service de la dette soit plutôt maîtrisée. Dès lors que vous sortez de ce système et qu'il y a une éventuelle dévaluation, votre facture, elle explose. Voilà.
Donc voilà les éléments de réponse par rapport à ces deux questions.